Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma review du pay-per-view WWE Extreme Rules qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous la sors maintenant parce que de 1 j'étais pas dispo avant et de 2 j'avais envie de voir un peu Raw et SmackDown les retombées du pay-per-view, voir ce qu'il allait suivre, voir s'il y avait quelque chose qui pouvait se dégager un peu plus. Donc voilà, je vous la fais aujourd'hui tranquillement et voilà. Donc on va commencer vite fait avec le kick-off. Donc le premier match c'était Andrade Cien Almas contre Sin Cara. Je vais pas vous mentir, le match je l'ai regardé de très loin. Ça m'intéressait pas tellement. Une victoire d'Andrade Cien Almas, c'est logique. Bon et c'est bien. J'ai vu que cette semaine il a affronté AJ Styles. Bon, il a perdu contre AJ Styles, donc bon, je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Donc ouais, j'ai rien à dire. Apparemment le match était un copier-coller de ce qu'il y a eu à SmackDown la semaine passée. Donc Andrade Cien Almas, c'est bien, une victoire pour son premier pay-per-view, pardon, c'est logique. Dans le deuxième match du kick-off, toujours, on a eu Sanity qui a battu le New Day dans un tables match. Là aussi, je l'ai regardé de très loin, j'avais pas tellement de doutes sur le vainqueur. Sanity, c'est logique qu'ils les font gagner pour leur premier match en pay-per-view. Plus le New Day, maintenant, il sert un petit peu à ça, à faire jobber les nouvelles équipes, faire débuter, pardon, les nouvelles équipes et jobber pour eux, justement. Il y avait 2-3 spots sympas, ce que j'ai vu, notamment un spot avec Kofi Kingston qui a marché sur deux membres de Sanity, puis au final c'est Eric Young qui fait passer Kofi Kingston justement à travers une table pour remporter la victoire. Donc voilà, je vais passer directement au show principal, hein, vu qu'il n'y a rien d'autre à dire sur le kick-off. En premier match, nous avons les Raw Tag Team Championship, donc les champions en titre, The Delators of War, Matt Hardy et Bray Wyatt, qui remettaient leur ceinture en jeu contre la B-Team Curtis Axel et Bo Dallas. Je vous avais dit dans les pronos que j'avais du mal à imaginer la B-Team remporter les titres, mais que j'aurais bien aimé, et justement pour une fois la WWE a fait quelque chose que j'aimais bien, ils ont fait gagner les titres à la B-Team. Le match en soi, il est assez classique, hein, on va pas se mentir. Maintenant, le résultat m'a surpris un petit peu. Je pensais pas qu'ils auraient eu les couilles d'aller aussi loin et de leur faire remporter les titres. En même temps, il faut dire que le règne des Delators of World était vraiment pas terrible. Je suis pas sûr que Curtis Axel et Bo Dallas remontent la barre à ce niveau-là. Apparemment, ça se dirigerait vers The Revival pour la suite. Donc je suis pas certain. Maintenant, c'est très bien. Je suis content pour Axel et Dallas. La théorie du jobber qui fait son boulot et qui ferme sa bouche durant toutes ces années paye. Ça avait été le cas avec Zack Ryder à un moment, il avait eu son WrestleMania Moment alors qu'il avait jobé pendant des années et des années. Donc ça, moi c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir. Il y avait aussi Slater qui avait touché les titres à SmackDown. Quand tu fais ça le boulot à la WWE et que tu que tu le fais bien, bah t'es toujours récompensé à un moment ou à un autre. Là c'est le cas pour Curtis Axel et Bo Dallas. Je pense clairement pas que ça va durer des années, hein, leur règne. Ça durera 2 ou 3 mois maximum. Mais bon, ça c'est bien pour leur palmarès et il est temps que les Delators of World se séparent, qu'ils partent vers des chemins séparés parce que l'équipe n'a jamais été vraiment nulle part et n'ira nulle part à mon avis. Donc voilà. Le deuxième match du show, c'était Baron Corbin contre Finn Balor. Victoire de Finn Balor. J'ai pas grand chose à dire sur le combat. C'était assez classique. Une victoire par roll-up de Balor, c'est pas terrible. Franchement, comme je vous l'ai dit dans les pronos, le mec il a rien depuis son retour l'année passée et il continue de rien avoir. Par contre, dans le match, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est fait démonter. Hein, clairement, dans le match, il s'est fait démonter. Je sais pas s'il s'est passé un truc en coulisses qui a fait en sorte que Corbin a eu les ordres de le démolir. Mais Balor dans le match, il a dû faire une ou deux prises maximum. Il remporte par roll-up. Voilà, je pensais que la feud allait se poursuivre. Au final, vu ce qui s'est passé à Raw, je pense pas. Ça n'a pas grand intérêt. Le match en soi était pas. C'est pas digne d'un pay-per-view. Clairement, c'est. Vous allez voir, je vais faire beaucoup ce commentaire-là pour quasiment tous les matchs. C'est pas digne d'un pay-per-view. C'était un weekly à la limite, mais un pay-per-view, non, clairement pas. Donc ensuite, on va passer à un match où j'ai un peu plus de choses à dire. Le SmackDown Women's Championship détenu par Carmella, qui remettait donc son titre en jeu contre Asuka avec James Ellsworth pendu au-dessus du ring.
Match de 5 minutes, donc la Women Revolution, on y croit. Hein. Victoire de Carmella. Hein. Ah bah, ça, il n'y avait pas gros suspense. Le plus gros suspense, c'était savoir comment Asuka allait se faire avoir. Donc, pendant tout le match, on a eu James Ellsworth qui essaie de filer des armes à Carmella pour qu'elle les utilise contre Asuka. Ça n'a pas marché. Donc, à un moment, bah, Ellsworth a réussi à ouvrir sa cage, on ne sait pas par quel miracle. Et s'est retrouvé pendu dans le vide par le pied. Et à ce moment-là, Asuka, au lieu de continuer le match contre Carmella, s'est dit: ah bah tiens, il y a une piñata géante au milieu du ring, je vais lui donner des coups de pied, je vais lui tataner la gueule, ça va me faire du bien. Sauf que, comme vous vous en doutez, pendant ce temps-là, Carmella récupère. Donc Carmella récupère, Carmella revient sur le ring. Les officiels ont baissé la cage pour détacher James Ellsworth. Ah, parce que bon, les officiels qui se sont fait tataner la gueule par Asuka aussi au passage. Hein. Et donc, Carmella qui a balancé Asuka contre la paroi de la cage, qui a fait le tomber. 1, 2, 3. Toujours championne. Après le match, il y a Asuka qui a passé ses nerfs sur Carmella. Sur James Ellsworth, pardon. Et Carmella qui s'est barré. Donc je pensais qu'elle allait avoir limite une suite aussi à cette feuille de juste SmackDown, je pense pas. Apparemment, ça va être plus Becky Lynch qui va s'orienter vers le titre. Je l'avais dit, hein, pour Asuka, si elle gagne pas le titre là, c'est mort. Elle ne l'a pas gagné. Comment vous dire que j'ai eu un peu les nerfs devant le match. Je vais remonter un peu quelques mois en arrière. Asuka a été la plus grande menace homme-femme confondue à la WWE. Une streak qui a duré des mois et des mois et des mois. Elle a fait les matchs les plus dingues qui soient contre des Ember Moon, des Charlotte, des Nia Jax, contre tout le roster NXT. Et elle perd contre Asuka dans une sorte de comédie match. C'est à la limite du scandale. Pour moi, c'est vraiment à la limite du scandale. Comment tu peux décrédibiliser une personne pareille à ce niveau-là? C'est comme si à l'époque que Goldberg avait eu sa streak, qu'il aurait perdu contre, je veux dire une connerie, aller contre un Ellsworth de maintenant. C'est la même chose. C'est clairement la même chose. C'est un ridicule. Pour Asuka, franchement, c'est moche. Je vous le cache pas. Je ne vois pas comment elle va rebondir après ça. Peut-être une rivalité contre Charlotte pour un match retour à SummerSlam, mais encore, j'y crois pas. Je suis pour Asuka, je suis déprimé, je sais pas quoi faire. Je sais pas ce qu'elle va faire, je sais pas ce qu'ils vont en faire. À mon avis, ils en feront rien, hein, je vais pas vous le mentir. Je la vois pas récupérer le titre dans les médias, ni même d'ici WrestleMania l'année prochaine, donc c'est une grande déception. C'est du mauvais comédie wrestling, c'est déprimant, Donc voilà. On va passer à autre chose qui a fait beaucoup parler pendant le pay-per-view. Le titre US, donc détenu par Jeff Hardy, qui le remettait en jeu contre Shinsuke Nakamura. J'avais dit dans les pronos que j'avais du mal à cerner le match. Et en le voyant justement, je me suis dit, les officiels aussi ont eu du mal à imaginer un match entre Nakamura et Jeff Hardy. C'est donc Nakamura qui ressort vainqueur après un match de 10 secondes. Présentation du titre, coup dans les parties de Nakamura, hein, comme je vous avais dit. L'arbitre demande à Jeff s'il veut continuer, s'il veut vraiment débuter le match. Jeff dit oui. Kinshasa, 1, 2, 3, c'est fini. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas tellement parce que je vous dis, j'avais du mal à imaginer un match entre les deux. J'arrivais pas à voir ce qu'il pouvait faire. C'est dommage pour Jeff, c'est un peu dégueulasse de lui faire ça. Maintenant, je comprends. Je comprends. C'est pas le truc qui m'a... J'étais plus choqué par le match d'Asuka que le match de Jeff Hardy. Donc voilà. Nakamura est champion US. Il a un titre, c'est bien pour lui. Maintenant, son personnage est complètement débile. Le coup dans les parties, c'est bon, je pense qu'on avait compris avec AJ Styles. À un moment, les gars, il faudrait peut-être songer à mettre une coquille. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça fait des mois que le mec il s'amuse à viser les couilles et jamais vous n'avez pas la présence d'esprit de mettre une coquille. Donc voilà, et donc s'en est suivi après ce match, juste dans la foulée, du retour de Randy Orton. J'étais content de voir Orton, ça fait plusieurs mois qu'on l'avait pas vu.
Je pensais justement qu'il pouvait entrer en feu avec Nakamura pour le titre si jamais ce dernier venait à le rapporter. Et donc Orton s'avance sur le ring, et Nakamura s'est barré à l'extérieur, on voit Jeff qui essaie de se remettre, et à partir de là je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Parce qu'il laisserait pas Jeff sur le ring si c'était juste pour faire un truc entre Orton et Nakamura. Et donc Orton s'est retourné contre Jeff Hardy, lui a foutu un autre coup dans les boules. C'est la mode en ce moment, il faut ramener le pay-per-view Great Balls of Fire là, parce qu'à ce moment-là c'est plus possible. Et donc Orton qui revient en heel. Donc ça me va. Orton je le préfère 10 fois mieux en heel qu'en face. En heel au moins il peut exprimer son potentiel et son... C'est même plus une question de potentiel, son talent simplement. Hein, on sait qu'Orton c'est un des plus grands heels de l'histoire. On l'a pu le voir à SmackDown, il s'en est pris à nouveau à Jeff Hardy. Apparemment ça serait juste pour écarter Jeff Hardy des écrans, afin que ces derniers prennent une pause. C'est logique, il avait plusieurs blessures à soigner, donc Jeff mérite une bonne petite pause. Et pour Orton, je sais pas du tout la suite. Pour Nakamura non plus. Je vous dis, j'ai beaucoup de mal à imaginer la suite pour le titre US. Peut-être un match entre les deux à SummerSlam, hein, mais ça m'étonnerait qu'il fasse du heel versus heel. Je sais pas. Franchement, pour Orton, ça peut aller vers AJ Styles, je pense. Ça peut aller vers quelque chose comme ça. Pour Nakamura, je sais pas. Je vois vraiment pas où ça va aller. Voilà. À passer au match suivant. Kevin Owens contre Braun Strowman dans un match en cage. Je vous avais dit justement que j'avais misé sur une victoire de Kevin Owens pour le contre-pied parce que tout le monde voyait Braun Strowman gagner dans ce match. J'ai eu raison. Kevin Owens a bien gagné. Bon, c'est pas... Vous avez sans doute vu la fin, donc Kevin Owens gagner, c'est un peu compliqué quand on voit l'état qui part à la fin. Sur ce match, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, je trouve que le booking de Strowman est à chier, clairement. Je vois les gens qui gueulent sur Reigns, comme quoi qu'on nous l'enfourre tous les semaines. Allez, prenez-vous encore Reigns, c'est Reigns, c'est Reigns, c'est Reigns. Franchement, hein, soyez objectif 2 minutes. Le booking de Strowman comparé à celui de Reigns, voilà. Strowman, ça fait des mois qu'on nous le vend comme le monstre qui démolit tout, mais tout, mais tout. Il n'y a pas une semaine où Strowman est mis en difficulté. Pas une. Je sais pas si vous vous rendez compte. Certes, là, il perd le match contre Kevin Owens. Mais au final, c'est lui qui finit debout. Donc c'est lui qui ressort dominant du truc. Et on va sans doute se le taper Universal Champion à SummerSlam ou après. Donc, je veux bien le monstre parmi les hommes et tout. Mais il y a un moment... Le mec, ça reste un homme quand même, hein, techniquement. Hein. À moins d'avoir 4 ans et de croire que c'est vraiment un monstre sorti de nulle part. Voilà. Donc, je trouvais que sur le match, à un moment, Kevin Owens a sorti des menottes pour attacher Strowman. C'est bien et c'est pas bien, parce que ça prouve qu'Owens décide de trouver tous les moyens pour s'en sortir. Maintenant, je trouve que ça a été hyper mal géré. Tout le temps que Strowman a passé menotté, Owens, au lieu de le taper, aurait pu clairement se barrer. Clairement. C'est passé 2 minutes entre la pause des menottes et puis le fait que Kevin Owens veuille s'échapper. Ce à quoi Braun Strowman pète ses menottes et les deux hommes se retrouvent sur le haut de la cage. Strowman balance Kevin Owens du haut de la cage sur la table des commentateurs et perd donc le match là-dessus, vu que comme vous le savez dans les Steel Cage match, il suffit de toucher le sol en premier pour gagner le match. Après ça, on a vu que Strowman donc sortait de la cage et s'en foutait clairement d'avoir perdu le match. Et là, ça va me permettre de rebondir sur ce qu'a dit un abonné sur ma vidéo prono. Ça illustre parfaitement ce que tu as dit. En fait, à la WWE actuellement, les gens on s'en bat les couilles des victoires et des défaites. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant ce match. Strowman a perdu le match. Strowman rigole d'avoir perdu le match. Je sais qu'il ressort vainqueur du truc, il est debout, il est tout ce que vous voulez. Mais dans les livres d'histoire, tu retiendras quand même Kevin Owens a battu Braun Strowman. C'est un peu ce que je vous disais dans les pronos pour le Dolph Ziggler, Seth Rollins. C'est les livres d'histoire retiendront tel résultat, ils retiendront pas la manière. Donc je trouve ça vraiment dommage aussi. C'est vrai qu'en ce moment la WWE a peu de mal avec ça. On le verra pour le match, pour un des matchs d'après.
les résultats ont plus tant d'importance que ça. C'est ça qui... Tu te sers plus des résultats pour construire les rivalités. Tu te sers juste, justement, bah, des weekly, des segments micro, des attaques, machin bidule, mais les résultats, c'est plus trop ça. Et donc, tu peux te permettre de faire gagner un peu n'importe qui quand tu veux. C'est bien quand tu as des plans sur le long terme. Maintenant, je doute qu'actuellement, sur le long terme, la WWE ait misé grand chose. Quand on voit comment c'est difficile en ce moment en termes de booking, il y a beaucoup de gens qui lâchent à cause de ça, justement. Moi, je continue de m'accrocher parce que j'aime le catch, j'aime toujours regarder du catch. Je demande qu'à être surpris, et moi, c'est pas que ça me dérange pas en ce moment, c'est que je me suis habitué, tout simplement. Et certains matchs du pay-per-view, vous allez voir, m'ont contenté, alors qu'il y a quelques mois en arrière, ça m'aurait dégoûté. Donc, moi, je me suis habitué à ça. Les gens ne se sont pas habitués à ça, mais ça vient en partie de la WWE qui book mal les choses, qui gère mal ses rivalités, qui gère mal les résultats des combats. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Ensuite, nous avons les SmackDown Tag Team Championship, les Bludgeon Brothers, qui ont défendu leur titre contre la Team Hell No. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au début du pay-per-view, on a vu un segment en backstage où les Bludgeon Brothers sont attaqués la Team Hell No. Ils ont blessé Kane pendant ce segment. En réalité, Kane n'a pas été blessé durant le segment, il était blessé avant. Apparemment, il s'est cassé la cheville. Donc, on a commencé le match donc, entre les Bludgeon Brothers et juste Daniel Bryan. Le match assez classique en soi. En plein milieu du match, Kane est arrivé avec une grosse attelle à son pied. Il a quand même réussi à monter sur le ring pour aider un peu Daniel Bryan. Maintenant, on se doutait très bien que les Bludgeon Brothers allaient repartir avec les titres au vu de ce scénario. C'est logique. Vu que apparemment Kane s'est vraiment blessé, puis Kane se dirige vers une carrière de mère, hein, donc le catch ça peut être trop sa priorité. Donc voilà, de ce que sur le match j'ai pas grand chose à en dire. J'aime bien ce que font les Bludgeon Brothers sur le ring, ça travaille bien ensemble, c'est costaud. Je sais pas qui pour la suite, peut-être Sanity, peut-être les Usos, peut-être Sheamus et Cesaro, s'ils ressortent de leur caverne. Et donc pour la suite, Daniel Bryan se dirige enfin vers sa rivalité avec le Miz. Vu le segment qu'on a eu à SmackDown, je pense qu'on aura enfin le Miz Daniel Bryan à SummerSlam, et il est temps. Pour Kane, je pense qu'on n'en le verra plus avant un petit moment. Donc la suite, on a Bobby Lashley qui affrontait Roman Reigns. Je pensais que ce match allait être en main event. C'est pas plus mal de l'avoir mis là. Victoire surprise de Lashley pour moi. Je pensais pas qu'il ferait gagner Bobby Lashley. Maintenant, c'est peut-être pas plus mal sur le coup, ça fait un effet de surprise. Ça essaie de le crédibiliser un petit peu, vu que sa feud avec Owens l'avait quand même pas mal. Avec Zayn, pardon, l'avait pas mal desservi. Donc c'est bien pour Lashley. Le match était bon. Le match était pas mauvais. C'était assez physique, c'était assez bourrin. Moi j'aime bien tout ça, donc c'était sympa. Il y a eu quelques bons spots. Lashley qui gagne sur un spear. Bon, c'est pas... Niveau construction, ça passe. Par contre, le booking de Reigns, ouais, il est assez étrange quand même. Hein. En fait, ce qu'il essaye de faire, c'est essayer de faire perdre Reigns pour que les gens se mettent du côté de Reigns, justement, et puis ça marche pas. Ça marche clairement pas. Je pense qu'ils auront beau essayer tout ce qu'ils veulent avec Reigns pour que les gens se mettent de son côté. C'est peut-être le heel turn est peut-être nécessaire, maintenant ils le feront pas. Clairement, parce que si Reigns passe heel, les gens vont l'applaudir. Après, je pense que maintenant, ils ont compris, hein, Reigns faire réagir, c'est le principal. Donc en termes de booking, ils vont essayer ce qu'ils peuvent pour essayer de mettre les gens de leur côté, mais si ça marche pas, ils iront pas plus loin, ils continueront dans cette lancée-là. Donc pour la suite, Reigns et Lashley vont se retrouver la semaine prochaine à Raw, dans un match qui désignera le prochain adversaire de Brock Lesnar à SummerSlam. Je pense que ça va partir sur un Reigns Lesnar. Je pense. Ou alors un triple threat, il va se passer un truc en triple threat. Je vois pas Lashley en un contre Lesnar, ça c'est certain. Ça va partir sur un triple... À mon avis, ça va partir sur un triple threat. Ça... J'ai vu une news qui disait apparemment que ça pourrait partir sur un triple threat avec Hulk Hogan en arbitre spécial, vu que vous le savez, Hulk Hogan a été réintroduit au Hall of Fame ce week-end. Et donc justement, parce qu'on sait toutes les histoires qu'il y a eu avec Hulk Hogan sur le racisme et tout, ça pourrait être un moyen de faire en sorte, en mettant Hogan arbitre spécial à SummerSlam, que Lashley remporte le titre
et qu'en guise de symbole, que ce soit Hogan qui lève le bras de Bobby Lashley, ça ferait une sorte de rédemption. J'y crois pas trop, parce que je vois pas Lashley avec le titre. Clairement, je vois pas Lashley avec le titre, même que c'est pour quelques minutes. Donc je sais pas, faut voir. J'attends de voir lundi, voir ce qu'ils vont faire. Et voilà. Ensuite, le Raw Women's Championship Extreme Rules match entre Alexa Bliss et Nia Jax. Avant tout, ce que je tenais à dire, c'est que la WWE nous a bassiné avec la Women's Revolution depuis des mois maintenant. Si on prend un temps cumulé sur le pay-per-view, les femmes ont eu 11 minutes de combat. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il me semble que le match de kick-off était plus long que le temps cumulé de présence de match féminin à Extreme Rules. Et puis, mon paye la gueule de ton Extreme Rules match. Hein. Oh putain, on sort les trucs sur la ring. Allez, on te donne une poubelle, on te donne un kendo stick, on te donne des chaises. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vous avais dit dans les pronostics que je voyais pas Alexa Bliss, physiquement parlant, pouvoir battre Nia Jax. Ils ont fait le spot que je pensais, un DDT sur une chaise. Maintenant, j'y crois pas une seconde. Alexa Bliss, incapable de donner un coup de chaise. Il n'y a aucun impact, il n'y a rien. T'as l'impression que la chaise est 10 fois trop grande pour elle, quoi. C'est à l'époque, vous voyez, quand Big Show est sorti sa chaise géante qu'il avait tapé chez Imos avec. C'est limite ça, mais encore en pire. Un coup de chaise d'Alexa Bliss sur Nia Jax, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Et du coup, je crois pas du tout de la victoire à la victoire d'Alexa Bliss. Bien sûr, on avait Ronda Rousey à l'extérieur du ring. Ronda Rousey qui est intervenue dans le match, comme vous pouvez vous le douter. Il y avait Natalia qui était avec Nia Jax. Il y avait Mickie James qui était avec Alexa Bliss. Alexa Bliss et Mickie James ont tapé Natalia. Du coup, Ronda Rousey est rentrée au ringside et a tapé Natalia. Et a tapé Mickie James et Alexa Bliss. Donc voilà. Ronda a pas servi tant que ça au match au final. Mais on voyait que c'était vraiment pour builder le match entre Ronda et Alexa Bliss à SummerSlam. Ça aussi, ça a été officialisé dans la semaine. Complètement débile d'ailleurs le segment. Ronda aussi qui est encore suspendue. Et elle débarque, elle attaque tout le monde. Kurt Angle arrive. Ah tiens Ronda, tiens. Bon, je te donne un match à SummerSlam, hein, mais tu restes suspendu une semaine de plus. Waouh, génial. Logiquement, t'es suspendu, t'as la sécurité qui dégage hors du building. Hein, La logique des fois des segments WWE, ça me scandalise. Ça me scandalise. Bon, je suis content de voir Ronda Rousey à SummerSlam, hein, c'est pas le mal. Maintenant, vous pouvez peut-être builder ça autrement, les gars. Hein. Il y a encore 5 semaines de show. Il n'y a rien qui vous coûtait de faire durer ça une semaine de plus. Il y a Ronda qui débarquait lundi prochain à Raw, qui tatanait la gueule à Alexa Bliss. Allez, boum, vous faites votre match à SummerSlam, la suspension est levée. Basta, c'est fini. Ah non, là, on va la faire revenir quand elle est suspendue. On va la faire attaquer Alexa Bliss. Et pour la punir d'avoir attaqué Alexa Bliss, on va lui donner un match de championnat. Ah, bon. On va passer au suivant parce que... Le suivant, c'est le championnat de la WWE, donc détenu par AJ Styles, qui remettait son titre en jeu contre Rusev. Pour moi, c'est le match de la soirée. Clairement. C'est le meilleur match de la soirée. C'est le match typique que je vous disais il y a quelques mois que j'aurais pas spécialement accroché. Et au vu de la qualité actuelle des choses, c'est un des matchs que j'ai préféré. C'est même le match que j'ai préféré. L'histoire du match était correcte. À Styles qui a bien travaillé sur la jambe de Rusev. Et Rusev a bien vendu le coup, justement. Quand il a porté son accolade, justement, il a porté à genoux parce qu'il pouvait pas tenir debout. Ça bossait bien aussi avec les matchs à kick. Donc le final, Aiden English qui retire une protection du ring, du coin. Styles qui se relève, qui se met là-dedans. Rusev qui se jette, Styles qui esquive. Rusev qui se prend la tête sur le coin du ring. Styles qui enchaîne avec un springboard for 50 splash. Et Rusev se dégage, in extremis. Sur le coup, j'ai vraiment pensé qu'ils allaient faire gagner Rusev. Un kick-out comme ça, après une action de la sorte, je pensais vraiment qu'ils allaient faire gagner Rusev. Au final, t'as AJ Styles qui a fait un tacle glissé sur Aiden English pour l'écarter définitivement. Il est parti pour son phénoménal forearm. Et il a remporté le match. Donc, c'est logique. C'est logique, même si lui, pendant le match, j'ai vraiment pensé qu'ils allaient peut-être faire gagner Rusev. Je me suis dit, il se dégage pas mal, il y a pas mal de kick-out, il y a pas mal de grosses actions de Styles. Non, Rusev se dégage. Pour essayer de créer un build-up, tu vois. Et je pensais vraiment qu'ils allaient le faire gagner.
Au final, non, c'est Styles qui conserve. Bon, c'est logique. Je pense que le match a surtout été mis en place pour vendre la séparation entre Rusev et Aiden English. Donc voilà, je pense que ça a pu durer des semaines, Rusev et Aiden English. Est-ce que la gimmick Rusev D va s'éteindre? Je suis pas sûr, parce que c'est quand même bien ancré, il y a eu des bons chants pendant le match, il y a eu une bonne ambiance. Donc voilà, c'était bien. Par contre, pour AJ Styles, je sais pas du tout, on aura une annonce la semaine prochaine à SmackDown. Bon, c'est un Samoa Joe, je pense, un Samoa Joe, Randy Orton, un truc comme ça. Donc voilà. Et donc, en main event, une fois n'est pas coutume, le titre intercontinental, je crois que ça faisait 17 ans qu'il avait pu être en main event de pay-per-view. Dolph Ziggler, qui a affronté Seth Rollins dans un Iron Man match de 30 minutes. Victoire de Dolph Ziggler, je sais plus le score. 5-4 ouais, je crois que c'est 5-4, je crois, ou 4-3 ou... Ah non, ouais, 5-4, je crois que c'est 5-4, je sais plus, j'ai un doute sur le score. En tout cas, c'est vraiment élevé. En fait, le problème que j'ai avec ce match, c'est que je trouve qu'ils l'ont bouillé comme un Iron Man match junior. Et ils ont démarré sur un faux rythme. C'était vraiment pendant les 15 premières minutes, c'était pas ouf à voir. C'était plat, il y avait très peu d'action, il y a des tombées bizarres, des points marqués bizarrement. Donc t'as Rollins qui mène vite 3-0. À ce moment-là, t'as Drew McIntyre qui rentre sur le ring et qui démonte cette Rollins. Hein. Donc Drew McIntyre se fait éjecter du match. Et t'as Adolphe qui revient, il fait un premier tombé. Ensuite, il fait un super kick, il fait un deuxième tombé. Et il refait un troisième tombé dans la foulée. Donc on revient à 3-3. T'as Adolphe qui prend l'avantage sur un tombé électrique avec les pieds sur les cordes. 4-3. T'as Rollins qui revient sur un peu bizarre. C'est ouais, c'est Dolph se prend le coin, ça part en roll-up et puis c'est le 4-4. Donc comme on s'en doutait, ça a fini sur une égalité au bout des 30 minutes. Kurt Angle est arrivé, il fait oh là les gens, vous êtes pas contents de voir un match nul? Je vous en rajoute allez, extra time, le premier qui fait un tombé à gagner. Wow. Et à ce moment-là, on se doute pas du tout de ce qui va se passer. Il y a un Drew McIntyre qui revient de nulle part. Il distrait Seth Rollins, le zigzag et victoire de Dolph Ziggler. Donc voilà, j'ai rien de spécial à dire sur le match. Pour moi, c'était clairement un match pour finir la rivalité entre les deux. Je trouve que Drew a pas été hyper bien utilisé dans le match. Le faire intervenir si tôt, d'un côté c'est logique pour Dolph, mais de l'autre c'est un peu dégueulasse pour Rollins. Ouais, non, c'était pas ouf. Le public pendant le match, il en avait strictement rien à foutre. Ils faisaient les décomptes ouais, pendant le Royal Rumble à 10, 9, ouais, c'était bizarre. Le match était bizarre. Il y avait une ambiance bizarre. Le match en lui-même avait un faux rythme. C'est clairement pas le plus grand Iron Man match que vous avez pu voir de votre vie. Hein. Ça, c'est clair. La suite pour les deux, bonne question. Pour Rollins, je sais pas où ils veulent aller. Clairement. Je le vois mal à entrer en rivalité avec quelqu'un actuellement. C'est bouché de partout. Pour le titre intercontinental, c'est mort, clairement. Peut-être avec Drew McIntyre, peut-être. Cette Rollins Drew McIntyre à SummerSlam, ça peut être sympa à regarder. Pour Dolph Ziggler, je sais pas. Je sais pas où ils veulent aller avec Dolph. Je sais pas. Apparemment, de ce que j'ai vu à Raw, je pense que l'association entre Dolph et McIntyre est finie. Les deux sont arrivés séparément. Dolph a eu un match contre Bobby Roode, Drew n'était pas là, et Drew a eu un match contre Reigns et Valor, et Dolph n'était pas au savoir du ring. Donc je sais pas qui sera le prochain challenger au titre. Peut-être Finn Balor. C'est le seul face qui me paraît rien à voir pour SummerSlam, donc pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, le pay-per-view s'est terminé là-dessus. Avis global, c'est moyen. C'est très très moyen. Maintenant, je vous dis, j'ai l'habitude. Je commence à avoir l'habitude, faut s'habituer à ça. Je pense que ça sert même plus à rien de gueuler sur le fait que c'est de la merde. Je pense qu'ils en sont conscients, clairement. Ils sont conscients que c'est pas terrible. Je vous dis, ça va remonter, je pense que ça va remonter après SummerSlam. Là, vous allez avoir le retour de Dean Ambrose, qui peut être sympa. Ils ont enfin décidé à construire la fête entre Bryan et Miz, ça peut être vraiment cool.
On aura un champion universel présent. Alléluia. Et donc il y a moyen, je pense qu'après SummerSlam, il y a peut-être même de potentielles arrivées de NXT qui peuvent être cool. Je pense notamment à Aleister Black, qui pourrait bientôt débarquer dans le main roster. Donc voilà, je suis confiant, soyez patient, c'est tout ce que je vous demande. Moi je suis fan de catch depuis des années, je vais pas m'arrêter de regarder pour ça. Des périodes de merde à la WWE, j'en ai connu, hein, et j'ai continué à regarder toujours, j'ai toujours suivi. Je reconnais que c'est difficile dans ces moments-là et qu'il faut s'accrocher. Si ça vous plaît pas, vous forcez pas, hein, faites une pause, voilà. C'est du catch, hein, vous prenez pas la tête là-dessus. Et donc voilà. Donc quant à moi, je vous retrouve si vous me suivez pour la WWE, je vous retrouverai pour SummerSlam. C'est le 15 août, je crois, dans ces eaux-là. Donc je ferai peut-être des vidéos pour Takeover aussi, vu qu'il y a le week-end là aussi. Ça se peut que je reprenne les critiques avant. Il est possible que je reparte sur les critiques vidéo avec Mission Impossible donc dans 2 semaines. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, s'il y a une vidéo, vous la verrez. Hein, y a pas... Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé quand même un bon pay-per-view. Et que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!